nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, de la sortie de la société et de la politique autoritaire. Donc, je mets en parallèle ce qui évolue au niveau de la démographie de la famille et ce qui évolue au niveau politique. Alors, je vais donner ici quelques exemples sur les évolutions en donnant quelle peut être leur signification. Au Maroc, par exemple, et c'est le cas de tous les pays arabes, la famille étendue, où il y a une forte présence non seulement des parents et des enfants, mais aussi des grands-parents et des collatéraux, une tante, un oncle qui se greffe sur la famille, est en train de disparaître. En 1982, donc il y a une trentaine d'années, les familles nucléaires, c'est-à-dire les familles qui étaient composées uniquement du père, de la mère et des enfants, étaient la moitié seulement des familles marocaines, à 51%. Aujourd'hui, elles représentent les 2 tiers, 63%. Donc, on a une très forte nucléarisation des familles arabes et marocaines et un recul des familles complexes, des familles où le grand-père et la grand-mère sont présents. Donc, on a des transformations ici au plan familial qui contribuent à affaiblir l'autorité traditionnelle de la famille patriarcale, où le pouvoir était détenu par la personne de sexe masculin la plus âgée. Aujourd'hui, le pouvoir dans la famille n'est plus au grand-père ou à la personne la plus âgée. Aujourd'hui, elle est l'attribut du père de famille partagé avec la mère de famille. Il n'y a plus l'influence rétrograde du grand-père ou de la grand-mère. Et à cette famille patriarcale succède une famille nucléaire avec un couple et ses enfants, et des enfants moins nombreux, plus instruits, plus modernes et plus égalitaires. D'un autre côté, nous voyons actuellement un phénomène qui est extrêmement intéressant et auquel on n'a pas suffisamment réfléchi. La baisse de la fécondité, le fait qu'aujourd'hui, dans les pays arabes et au Maroc, on a moins d'enfants, a une influence très forte sur les rôles masculins et féminins. Lorsque dans la famille marocaine ou dans la famille arabe, on avait 7 à 8 enfants, la probabilité que dans une famille, vous voyez mon graphique, la probabilité, quand on avait 5 enfants ou plus, d'avoir que des filles, était extrêmement faible. Avec 8 enfants, cette probabilité était de 1,5%. C'est-à-dire qu'il y avait pratiquement 99,5% de chances d'avoir un garçon quand on avait 8 enfants. Mais quand la fécondité diminue, le risque de n'avoir aucun garçon augmente. Avec 5 enfants, on passe à 5% de risque d'avoir des filles. Avec 2 enfants, ce qui est le cas du Maroc actuellement, nous sommes à 25%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Maroc, dans la situation de 2013, il y a un quart des couples marocains qui acceptent volontairement de n'avoir que des filles. C'est-à-dire qu'une des grandes lois de la transmission patriarcale de l'héritage et du nom est remise en question aujourd'hui par la démographie des pays arabes les plus avancés, dont le Maroc. Il y a un quart des couples marocains aujourd'hui, donc, qui acceptent de n'avoir que des filles. Alors, que faire pour l'héritage? Que faire pour l'héritage? Il y a beaucoup de substituts possibles à ceci.
En effet, vous savez que selon la loi musulmane, quand on n'a que des filles, l'héritage ne va pas à ses filles, il va aux frères du défunt. Et ceci est contourné dans les faits au Maroc par l'institution des Adoul. De son vivant, le père et la mère s'arrangent pour faire hériter leurs filles, s'ils n'ont que des filles. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce cas. Dans le cas du Moyen-Orient, où il y a des chiites et des sunnites, beaucoup de sunnites se convertissent au chiisme et ils ont les moyens, dans ce cas-là, de faire hériter le fils. Ça a été le cas de deux premiers ministres. Le premier ministre de l'indépendance, Riyad al-Salah, avait fait ceci, et le second, Issa al-Salah, dans les années 50, qui s'était converti au chiisme, converti n'est pas, qui était passé du sunnisme au chiisme pour pouvoir faire hériter leur fils. Autre chose qui est importante, c'est que le mariage arabe, vous savez peut-être que on appelle, les anthropologues appellent mariage arabe le fait que dans les familles arabes, on donne préférentiellement sa fille à marier à son cousin germain, de préférence un cousin germain dans la lignée paternelle. Eh bien, le mariage arabe s'est effondré. Il s'est effondré d'abord parce que le mariage a beaucoup baissé. La proportion de femmes mariées a beaucoup baissé au Maroc. Quand vous prenez les femmes qui sont déjà à un âge assez avancé, à l'âge de 30-34 ans, il y a 42% des hommes qui sont déjà en avancée, qui sont célibataires, et 33% des femmes, donc des proportions très élevées aujourd'hui de femmes qui ne sont pas mariées. Ça veut dire que les parents n'ont plus la capacité de contraindre leurs enfants à se marier si ces enfants n'en ont pas envie. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que la proportion de femmes qui, quand elles se marient, épousent leur cousin, a beaucoup baissé puisqu'elle est tombée à 15% aujourd'hui au Maroc. Il y a aussi un fait qui est très important, c'est que les femmes deviennent de plus en plus chefs de ménage. Traditionnellement, le rôle de chef de ménage appartenait à l'homme. En 1960, le premier recensement marocain de la période d'après l'indépendance donnait seulement 11% de femmes chefs de ménage, c'est-à-dire des femmes qui étaient à la tête de la famille parce que leur mari était mort, ou que le mari avait émigré, ou parce qu'elles étaient veuves ou divorcées, ou parce qu'elles étaient divorcées. Aujourd'hui, il y a 19% des ménages marocains qui sont dirigés par des femmes. Et ceci est extrêmement important et montre que, pour des raisons diverses, d'ordre démographique, mais aussi par choix volontaire, beaucoup de femmes sont aujourd'hui des chefs de ménage au Maroc ou dans les pays arabes. Donc, tous ces phénomènes démographiques suggèrent aujourd'hui quelque chose qui n'est pas tellement visible dans la presse écrite ou dans les médias, c'est l'émergence de la femme arabe. Or, les femmes arabes, depuis ce qui s'est passé en Tunisie à partir de 2010, ont été très présentes dans la rue, que ce soit sur la place Tahrir ou sur l'avenue Bourguiba à Tunis, ou bien à Casablanca le 20 février 2011, les femmes arabes étaient massivement présentes, alors que leur rôle traditionnel les maintenait à la maison. Les femmes arabes sont donc sorties massivement des
de l'espace domestique et ont été à la conquête de la rue. Même au Yémen, qui est le pays où le statut de la femme est le moins avancé, les femmes arabes ont défilé dans la rue, celles vêtues de tchador ou voilées, mais il y a un fait certain, c'est qu'il y a eu une émergence visible de la femme arabe depuis 2010. Mais cette visibilité répond aux transformations démographiques et familiales que je vous ai dites, au changement dans le choix du conjoint, dans l'âge au mariage, dans l'utilisation de la contraception, et surtout, par l'accès à l'enseignement. Aujourd'hui, dans les universités arabes, les femmes sont omniprésentes. Dans pratiquement tous les pays arabes, les taux de scolarisation des femmes dans l'enseignement universitaire dépassent aujourd'hui les taux de scolarisation des garçons. Regardez ce graphique qui est extrêmement intéressant et vous verrez que pratiquement dans tous les pays arabes, les pourcentages de femmes qui fréquentent l'enseignement universitaire ou l'enseignement de troisième cycle dépassent celui des garçons. Dans les pays où l'enseignement universitaire est très répandu, comme la Libye, le Liban et la Palestine, les filles sont plus présentes que les garçons. Mais même quand vous prenez des pays conservateurs, comme les pays du Golfe, comme l'Arabie saoudite, comme les Émirats arabes unis, comme le Qatar, comme le Koweït, vous voyez que les filles sont beaucoup plus présentes à l'université que les garçons. Et ceci est une autre révolution silencieuse qui prépare des lendemains, qui, à mon avis, des lendemains qui changent pour la femme. Maintenant, je vais revenir un peu à des considérations démographiques, puisqu'on a parlé de Samuel Huntington et donné un aperçu de ce que Samuel Huntington disait. Samuel Huntington a parlé du conflit des civilisations, et pour lui, le conflit des civilisations était essentiellement un conflit entre la civilisation musulmane et la civilisation chrétienne. Et à la base de ce conflit de civilisation, il y avait des démographies très différentes dans le cas du monde arabe, ou dans le cas du monde arabe et musulman, et dans le cas du monde occidental européen. Et une des manifestations les plus violentes de ces différences démographiques était la bulle démographique, ce qu'il appelait en anglais le youth batch, c'est-à-dire le fait que la proportion des jeunes qui ont entre 15 et 24 ans ou qui ont entre 15 et 30 ans augmente très rapidement dans les sociétés où la démographie est explosive et les sociétés où, au contraire, la démographie est faible. Or, si on regarde les graphiques de cette explosion démographique dans le monde arabe du Maghreb ou du Mashrek, on remarque quelque chose de fondamental. On remarque qu'il est vrai que la proportion des jeunes âgés de 15-24 ans a beaucoup augmenté durant les 30 dernières années, mais qu'aujourd'hui, elle commence à baisser. Dans un pays comme le Maroc, la bulle démographique a commencé à éclater à partir de l'an 2000 et à une très forte montée de la proportion des jeunes qui a pu expliquer pas mal de choses, comme par exemple la montée du chômage, a succédé une période de limitation démographique et de baisse de la bulle démographique des jeunes. À telle enseigne que si on projette dans le futur ce qui va se passer, on remarque que à l'explosion démographique des jeunes va succéder une atonie, une asthénie démographique des jeunes, et que d'ici une trentaine, une quarantaine d'années,
que ce soit dans les pays du Maghreb ou dans les pays du Moyen-Orient, on va trouver des proportions qui vont être très proches de celles que l'on trouve aujourd'hui en Europe. Là, je voudrais dire un petit mot avant de passer à la suite sur les nouvelles technologies. J'ai dit donc qu'en grande partie, les révolutions arabes, ce qui se passait dans 5 à 6 pays dans le monde arabe, pouvaient s'expliquer par l'élévation du niveau culturel de la population. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de journalistes par exemple, ont prêté ce qui se passait aux nouvelles technologies. Selon eux, c'est le fait l'utilisation d'Internet, c'est l'utilisation de Facebook, de Twitter, qui explique les révolutions arabes. C'est l'utilisation du téléphone portable et évidemment l'écoute de la télévision satellitaire, notamment des chaînes comme Jazeera et l'Arabia. Ce que je pense personnellement, c'est que ces nouvelles technologies ont accompagné ces révolutions, mais en aucun cas ne les ont expliquées. Et que de toute façon, les jeunes arabes auraient pu utiliser Internet, le Facebook, le Twitter, si au préalable, il n'y avait pas cette condition fondamentale qui est la connaissance de la lecture et de l'écriture. Donc, il faut remettre l'utilisation des nouvelles technologies à leur place. Je vous ai dit aussi, en parlant de la révolution démographique qui s'était produite en Europe et qui se produit actuellement dans le monde arabe, qu'elle présuppose une sécularisation des sociétés. Or, ces propos peuvent vous paraître naïfs, voire idiots dans ma bouche, quand on voit la situation politique dans le monde arabe. Comment peut-on parler de sécularisation alors qu'aujourd'hui, en mai 2013, on voit les partis islamistes qui empilent les victoires électorales. Ennahda en Tunisie, le parti Justice et Démocratie au Maroc, les frères musulmans et les salafistes en Égypte, la forte présence des islamistes en Syrie, tout cela fait qu'on a l'impression, au contraire, que ce sont plutôt les mouvements, que c'est plutôt l'islamisme que la sécularisation qui est en train de l'emporter. Mais ceci est tout à fait faux, parce que la sécularisation existe dans la mentalité des Arabes aujourd'hui. Aujourd'hui, les Arabes, dans leur comportement, dans leur vie quotidienne, dans leur façon de travailler, dans leur façon d'étudier, dans leur façon de penser, raisonnent de la même façon que les Occidentaux chrétiens. Il n'y a plus aujourd'hui de différence. D'autre part, comment expliquer la victoire de partis islamistes? Est-ce que c'est une attraction de l'islam qui explique qu'on ait voté pour le PJD ou pour les frères musulmans ou pour Ennahda? Pas du tout. Ces victoires ont plus à voir avec la désunion, la pusillanimité des partis laïcs qui s'y opposaient. Il faut aussi tenir compte du fait que les Arabes ont souvent connu des partis laïcs comme le Ba'ath ou comme le parti de Ben Ali, que la face la plus laide. Ils ont connu des partis laïcs, des partis qui étaient despotiques, qui pratiquaient la torture, qui pratiquaient la corruption, comme l'Irak, la Syrie, la Tunisie ou l'Égypte. Donc, il ne faut pas croire que cette résurgence des partis islamistes répond à ce que certains historiens et politologues un peu superficiels ont appelé le retour de l'islam. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un désenchantement très fort, une répulsion par rapport aux partis laïcs, qui étaient souvent des partis
dominaient ces pays et qui étaient despotiques, et que par vote sanction, on a voté pour les partis islamiques. Mais aujourd'hui, on ne tarde pas à voir à quel point il y a un désenchantement qui se crée envers ces partis islamiques. Ce désenchantement, vous le voyez aujourd'hui au Maroc par rapport au PJD. En Tunisie, il se manifeste dans les mêmes termes par rapport à un Nahda. En Égypte aussi, le parti des frères musulmans est en train de reculer dans l'opinion publique. Et en plus, beaucoup de mesures qui ont été prises à la va-vite dans tous ces pays-là ont été remises en question. Par exemple, en Tunisie, à un moment donné, le parti Nahda voulait remplacer dans la Constitution l'égalité entre l'homme et la femme par la complémentarité, ce qui implicitement supposait que la femme était inférieure à l'homme. Au Maroc, on a eu des projets pour autoriser le mariage des mineurs de moins de 18 ans, qui est une des mesures que la nouvelle Moutawana avait introduite en interdisant le mariage des mineurs. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, il y a un certain désenchantement qui est en train de se créer envers la gestion qui a entre un an et demi des partis islamistes. Maintenant, il nous reste combien, Monsieur le Président? Je vous écoute alors. Je ne l'ai pas noté. Bon. 10 minutes. D'accord. Donc, j'ai beaucoup insisté dans ma présentation sur les facteurs démographiques. J'ai dit que, d'un point de vue hegelien ou kantien, que ce qui se passe dans une partie de l'univers va se passer dans l'ensemble de l'univers, et que les révolutions culturelles, démographiques, la révolution de la contraception, la remise en question des autorités familiales, tous ces phénomènes que l'on a vus en œuvre à partir du XVIIe, XVIIIe siècle dans les parties les plus avancées de l'Europe occidentale, on est en train de les retrouver dans le monde entier et notamment dans le monde arabe. Et que comme il y a eu une révolution anglaise avec Cromwell qui a entraîné la décapitation d'un roi, le roi Charles X, un siècle plus tard, la Révolution française qui a entraîné l'élimination de la royauté et son remplacement par la République, tous les pays, y compris les pays arabes, vont connaître un cycle de transformation politique forte. Ça, c'est le point de vue du démographe. Mais aujourd'hui, 2 ans après décembre 2010, et ce qui s'est passé avec Bouazizi qui a inauguré le cycle des révolutions arabes, que peut-on dire? On peut dire que certes, la démographie est une clé pour comprendre ce qui va se passer dans le monde arabe, mais qu'aujourd'hui, nous devons introduire un petit bémol, avoir à nuancer nos propos sur la démographie. En effet, nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pays où les transitions démographiques, qui ont été pourtant très fortes, n'ont pas été accompagnées de transformations politiques. Alors, qui sont ces pays-là? Il y a des pays qui ont connu des conflits particulièrement sanglants et qui ne sont pas prêts de recommencer. Les pays, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Les pays qui ont connu déjà des cycles politiques très violents n'avaient pas envie, leur société civile n'avait pas envie de se mettre à l'unisson des Tunisiens ou des Égyptiens.
C'est le cas par exemple de l'Algérie qui a connu deux guerres civiles, qui a connu deux guerres. La première, la guerre contre les Français qui a fini en 1962 et qui a fait presque 1 million de morts. Et la deuxième, c'est la guerre civile avec les islamistes qui n'a fini qu'en l'an 2000 et qui a laissé sur le carreau environ 150 000 morts. Le Soudan, avec la guerre du Sud et la guerre du Darfour, est un pays qui ne s'est pas engagé dans les convulsions arabes dans le printemps arabe. Le Liban, qui a connu une guerre civile atroce entre 1975 et 1991, n'avait pas non plus envie de se lancer dans ce cycle. L'Irak aussi, qui a connu deux guerres, la première guerre du Golfe, puis la deuxième guerre du Golfe, puis des mini-guerres civiles à l'intérieur entre les Kurdes et le pouvoir baathiste, entre le pouvoir baathiste et ses chiites au sud, n'avaient pas non plus envie de recommencer. La Palestine, enfin, qui a connu deux intifadas. La première intifada qui a laissé 2 à 3 000 morts, et la deuxième, encore plus sanglante, et qui n'a fini qu'en 2005 avec 4 500 morts, n'avait pas envie non plus de recommencer dans ceci. La Mauritanie, qui est un pays où il y a eu des conflits violents et sanglants entre les Morts et les Noirs. Il y a aussi un autre groupe de pays qui ne se sont pas lancés dans les révolutions arabes et pourtant où les transitions démographiques avaient été très fortes. C'est le cas des pays rentiers ou quasi rentiers, comme l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. L'Arabie saoudite et les pays du Golfe ont tellement de milliards de dollars ou des milliards d'euros qu'ils ont réussi à acheter la paix civile en créant des emplois pour les jeunes, donc liquidation du chômage, création de richesses artificielles par une très généreuse redistribution de la rente foncière. Évidemment, quand vous noyez une population sous des pyramides d'argent, elle n'a pas envie de se lancer dans ce qui peut très bien déboucher sur des guerres civiles, comme c'est le cas en Syrie actuellement. Donc l'Algérie aussi correspond un peu à ce cas de figure, parce que l'Algérie a une rente pétrogazière de 100 milliards de dollars qui lui ont permis aussi de créer des emplois, de redistribuer la rente. La Jordanie, qui est un pays quasi rentier du fait de sa situation géopolitique, entre Israël, la Palestine, le soutien des États-Unis, tous ces pays-là donc n'ont pas connu de bouleversements violents. La seule exception est le cas de Bahreïn, qui nécessiterait une étude à part. Donc dans tous ces pays-là, il a été possible d'acheter la paix sociale par une très généreuse redistribution de la rente. Et je voudrais maintenant finir en parlant de la Syrie, parce que la Syrie est d'abord mon pays de naissance et que c'est un pays sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Alors pourquoi la Syrie? Pourquoi finir sur la Syrie? Parce qu'aujourd'hui la Syrie est une énigme. La Syrie est une énigme parce qu'elle avait des conditions peut-être moins fortes qu'ailleurs d'avoir une transition démographique forte et donc de connaître une transition politique comme la Tunisie ou comme l'Égypte. Après tout, Ben Ali est parti, Hosni Moubarak est parti, mais Bachar al-Assad est toujours là. Pourquoi donc la transition politique en Syrie tarde-t-elle à se manifester? Pourquoi aujourd'hui on vit une situation de guerre civile, ou pire même, c'est une guerre contre la population avec près de 100 000 morts déjà sur le terrain? Les explications n'ont pas vraiment à voir avec la démographie.
C'est un régime baathiste qui est là depuis 50 ans, qui s'est incrusté depuis 1963. Donc, il avait plus d'ancienneté que le régime tunisien et que le régime égyptien. Et en plus, le régime syrien est consubstantiel à une minorité religieuse, une minorité confessionnelle, qui sont les Alaouites, qui n'ont rien à voir avec les Alaouites du Maroc, qui sont là-bas une secte religieuse qui est dérivée de l'islam chiite, mais qui en a beaucoup divergé. Mais ce qui est intéressant chez les Alaouites de Syrie, c'est qu'ils ont une très forte asabiya, au sens de Khazou. La asabiya, c'est-à-dire un esprit de corps très fort. Contrairement aux autres groupes syriens, les Alaouites de Syrie ont une très forte solidarité agnatique, familiale entre eux, que n'ont ni les sunnites qui sont très divisés, qui étaient très divisés entre eux, entre ceux d'Alep et de Damas, de Deir ez-Zor ou de Hassakeh, et en plus une minorité qui accède au pouvoir à travers l'armée, à travers le parti Baas, a très peur d'être balayé un jour, et par conséquent, ils ont pratiqué une politique de répression tellement forte qui a épouvanté le reste de la population. Par exemple, en 1982, à Hama, il y a eu une répression qui a fait 20 000 morts, où le pouvoir syrien avait envoyé ses chars et son aviation déjà sur le centre de la ville de Hama, et ceci avait réussi à rétablir la paix pour 3 décennies. Qu'est-ce qui fait qu'en Syrie, il y a un conflit aussi violent? Le conflit est confessionnalisé. Il est confessionnalisé parce que, grosso modo, vous avez cette minorité alaouite qui s'oppose très largement à la majorité de la population qui est contre le pouvoir et qui est essentiellement sunnite. Mais entre les deux, vous avez d'autres minorités religieuses qui sont des mourchidites, que personne ne connaît peut-être, sauf quelques... Les mourchidites, ce sont des alaouites un peu particuliers. Vous avez les Kurdes qui sont sunnites, mais qui sont ethniquement différents des sunnites arabes et qui s'opposent au pouvoir. Vous avez les chrétiens qui sont divisés entre orthodoxes, catholiques, protestants. Vous avez les druzes, vous avez les ismaéliens, vous avez les chiites et vous avez les yazidis. Le pouvoir alaouite essaye d'agréger les minorités avec lui en leur disant: vous êtes menacés par l'islam sunnite, donc venez à nous, nous allons créer une alliance des minorités, mais ça ne marche pas. Par exemple, les chrétiens ne marchent pas dans la combine, et aujourd'hui, le secrétaire du Conseil national syrien, Georges Sabra, est un chrétien, ce qui veut dire donc que la tactique du pouvoir ne réussit pas à agréger la population. Qu'est-ce qui explique aussi la violence et la durabilité du conflit syrien? C'est que le pouvoir syrien est extrêmement intelligent, ce qui n'était pas le cas du pouvoir libyen, qui était détenu par quelqu'un qui était à moitié déficient mentalement. En Syrie, le pouvoir est extrêmement intelligent, extrêmement machiavélique, et il est rompu aux techniques de manipulation, non seulement de sa population, mais même de la société internationale. Il manipule avec brio la donne régionale. Il y a qu'à voir la façon dont les Syriens interviennent avec succès au Liban. Ils ont réussi à mettre sous leur botte pendant une vingtaine d'années. Il y a qu'à voir la façon dont ils manipulent même la donnée dans un pays extrêmement puissant comme la Turquie, où ils agitent la menace kurde et la menace alawite aussi, parce qu'il y a des alawites en Syrie aussi, en Turquie aussi. En plus, ils ont réussi à
empêcher toute intervention étrangère. Donc l'équivalent de ce qui s'est passé en Libye est impensable en Syrie. Il n'y a aucune chance pour que l'OTAN ou que l'Europe ou que les États-Unis n'interviennent en Syrie. Donc on peut dire que le conflit syrien peut s'éterniser. Mais le conflit syrien, plutôt le rapport des forces en Syrie, est victime de sa démographie.